Montesquieu est né en 1689 à La Brède, près de Bordeaux, et il est mort en 1755 à Paris. Et Montesquieu appartient à l'aristocratie, à la noblesse de robe. On le retient sous le nom de Montesquieu, mais son nom complet, je vous le cite, c'est Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu. Donc, on retient juste le dernier nom. Montesquieu est un juriste, il a fait des études de droit et il va devenir avocat, puis conseiller au Parlement de Bordeaux. Et il va faire une carrière assez rapide puisque avant même d'avoir terminé ses études, avant même d'avoir atteint l'âge nécessaire, Montesquieu va hériter d'un parent de l'office de président à mortier du Parlement de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il a une charge importante au sein même du Parlement de Bordeaux qu'il hérite. Sous l'Ancien Régime, il y a un certain nombre de charges d'office qui peuvent se transmettre ou se vendre, et donc on n'est pas dans le système qu'on peut envisager aujourd'hui dans la magistrature. Il n'y a pas simplement les compétences qui comptent, mais il faut aussi hériter en quelque sorte d'une charge. Alors, cependant, Montesquieu s'ennuie en quelque sorte dans ses fonctions de magistrat. L'exercice de la justice ne l'intéresse que partiellement, et il va écrire. En 1721, il publie de façon anonyme les Lettres persanes, qui est un roman épistolaire faisant la satire de la société française, vue par des Persans, des personnages fictifs qui viendraient de Perse. Et à travers ce regard des Persans, Montesquieu met en cause les différents systèmes politiques et sociaux qui existent en Europe, et c'est une manière en quelque sorte détourné de critiquer la monarchie française et ses mœurs. Montesquieu voyage également, il se déplace à travers l'Europe et il va séjourner plus d'1 an en Angleterre, ce qui va avoir une grande résonance sur son œuvre, puisque en Angleterre, il va pouvoir observer cette monarchie parlementaire après notamment la glorieuse Révolution qui justement a permis le triomphe du Parlement sur le roi. Et de retour dans son château de La Brède, au sud de Bordeaux, Montesquieu va se consacrer à l'écriture. Montesquieu va notamment écrire des ouvrages d'histoire et de pensée politique. Montesquieu s'intéresse d'abord à l'histoire romaine et à la chute de l'Empire romain, qui est une question qui passionne alors au XVIIIe siècle. Notre époque, par exemple, est passionnée par la Seconde Guerre mondiale. On le voit, il y a constamment des livres, des documentaires, etc. sur la Seconde Guerre mondiale. Au XVIIIe siècle, ce qui vraiment intéresse, c'est la question de la chute de Rome, c'est la question des invasions barbares, de l'installation des peuples germaniques en Europe, parce qu'on considère que là, on a les origines, en quelque sorte, à la fois de la monarchie française et puis de l'organisation sociale telle qu'elle existe sous l'Ancien Régime. L'histoire de France, c'est quelque chose qui va naître qu'au XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, on ne fait pas de l'histoire de France. Ça n'intéresse pas l'histoire de France. D'accord ? C'est quelque chose qui va vraiment naître avec l'invention de la nation, du nationalisme et, bien sûr, de la Révolution française. Donc, avant la Révolution française, l'histoire de France n'existe pas, tout simplement. Quand on s'intéresse à l'histoire, en fait, on s'intéresse essentiellement à l'Antiquité, à l'histoire des Grecs, à l'histoire des Romains. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'enseignement classique, le grec et le latin ont une place centrale. On peut s'intéresser à l'histoire des saints aussi, à la géographie, l'histoire des saints catholiques, et à l'histoire des rois. Et vous voyez, ce sont des histoires qui sont censées instruire sur les vertus, sur les devoirs, etc. Mais
l'histoire d'un pays ou d'un peuple moderne, ça, c'est pas quelque chose qui intéresse vraiment au XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que Montesquieu va avoir un certain succès. Donc, ce premier livre sur l'histoire romaine s'appelle « Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence », qui est publié en 1734. Son ouvrage majeur, c'est bien sûr « De l'esprit des lois », qui paraît en 1748 et qui est le fruit d'un immense travail de près de 20 ans de recherche, de réflexion et d'écriture. Dans ce livre, « L'esprit des lois », Montesquieu recherche justement ce qui sous-tend les lois. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est leur esprit? Or, il constate que les lois diffèrent en fonction des époques de l'histoire et en fonction de la géographie. Les Français n'ont pas les mêmes lois que les Anglais, qui n'ont pas les mêmes lois que les Perses, que les Russes, que les Chinois. Et donc Montesquieu a cette ambition incroyable pour l'époque. Faut pas oublier qu'on est dans le siècle de l'encyclopédie. Donc on essaye de rassembler toutes les connaissances possibles. Il entend faire un livre qui parlera de toutes les périodes de l'histoire, mais également d'un maximum de civilisations qui lui sont contemporaines. Et il va rechercher leur esprit, et c'est pour ça que Montesquieu est considéré comme un précurseur de la sociologie du droit, voire même d'une forme d'anthropologie du droit et du politique. Donc l'idée de Montesquieu lorsqu'il écrit l'esprit des lois, c'est pas tant de faire un livre, programme où il dit voilà quelles sont mes idées politiques, voilà ce que je veux pour la France ou pour l'Europe. C'est pas ça son objectif. L'idée, c'est de faire un livre qui rassemblerait le maximum de connaissances sur les lois et les gouvernements, les constitutions du monde entier, et de faire des ponts entre ces lois, entre ces régimes. Montesquieu renouvelle profondément la théorie des régimes politiques et considère qu'il existe 3 types de gouvernements. Les républiques, les monarchies et les despotismes. Il existe donc 3 types de gouvernements. Tout d'abord, les républiques. Alors, Montesquieu considère que les républiques sont des régimes où, je le cite, le peuple encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Les républiques sont des régimes où le peuple encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Montesquieu considère qu'à chaque régime, il y a, en quelque sorte, un principe d'existence. Or, pour les républiques, le principe est la vertu. Il n'y a pas de république sans vertu. Dans une république, explique Montesquieu, chaque citoyen se soumet volontairement à la loi, car le peuple est souverain. Sans vertu, le régime ne peut fonctionner et il s'effondre. Cette forme de régime, la République, est typique, d'après Montesquieu, de l'Antiquité, par exemple à Athènes, et au temps moderne, ce régime n'existe que dans quelques micro-États, comme Venise ou comme Genève. Montesquieu distingue 2 types de républiques. Donc au sein des républiques, d'après Montesquieu, on trouve soit des démocraties, soit des aristocraties. Il peut s'agir déjà d'une république démocratique. D'une démocratie, c'est par exemple Athènes. La démocratie est un régime libre où le peuple souverain est également sujet. Dans une république démocratique, le peuple est à la fois souverain et sujet. Dans une démocratie, Montesquieu explique que les représentants sont tirés au sort parmi les citoyens qui sont tous égaux. Donc c'est pour ça qu'il faut être vertueux. Il faut être vertueux parce qu'il y a une égalité. Dans une démocratie, on n'accepte pas les inégalités, ou du moins, ces inégalités doivent être justifiées, par exemple, par le mérite. Donc s'il y a de la corruption, s'il y a des individus qui s'enrichissent grâce à leurs fonctions publiques, dans une démocratie, c'est un scandale. Ce n'est pas acceptable. Donc, dans une république démocratique, le principe absolu, c'est la vertu. Une république peut également prendre la forme d'une aristocratie. Et l'aristocratie, pour Montesquieu, est un régime où
une certaine catégorie de personnes sont favorisées à travers des élections. Donc dans ces républiques aristocratiques, il n'y a pas de tirage au sort, qui est le système le plus égalitaire qui soit, mais des élections. Et donc les meilleurs, si on revient à l'étymologie, sont élus. Ici, ce n'est pas la vertu pleine et entière qui peut s'imposer, mais juste la modération. Le principe des républiques aristocratiques est la modération. Et pour Montesquieu, c'est notamment le cas des républiques marchandes, où justement la vertu est tempérée par les ambitions, les désirs et l'abondance des richesses. Bien sûr, on veut être vertueux, mais on veut aussi s'enrichir. Et Montesquieu voit par exemple ici la Hollande ou Venise, république marchande par excellence. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, le terme de république est associé par Montesquieu à la démocratie ou à l'aristocratie. Mais son sens est en train d'évoluer. Ce n'est plus simplement la res publica des Romains. Donc ça, c'est le premier type de régime, ce sont les républiques. Deuxième type de gouvernement, les monarchies. Les monarchies sont des régimes où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies. D'après Montesquieu, le principe des monarchies, ce n'est pas la vertu comme dans les républiques, c'est l'honneur. Pour l'organisation de la vie sociale, le monarque est amené à faire des distinctions au sein de la population. Il est amené à placer des hommes remarquables pour leur courage, pour leur intelligence, pour leur capacité, leur talent, au-dessus des autres. Il est amené à placer certains individus au-dessus des autres, c'est-à-dire à créer une noblesse. Montesquieu considère qu'il n'y a pas de monarchie sans noblesse. Il ne peut pas y avoir un homme tout-puissant et puis le reste du peuple à égalité, en quelque sorte. Le monarque doit s'appuyer sur une noblesse qui va renforcer son pouvoir, qui va le consolider. Ce qui distingue la monarchie d'une tyrannie, c'est qu'il existe des règles stables qui encadrent et limitent les pouvoirs du roi. Il y a par exemple, en ce qui concerne la France de l'Ancien Régime, des lois fondamentales du royaume qui font que la couronne doit se transmettre selon certains principes qui se sont développés historiquement depuis la fin du Moyen-Âge. Donc il y a des règles fixes. Dans une monarchie, il y a aussi des corps intermédiaires, des pouvoirs intermédiaires, justement, entre le roi et le peuple. Et ces corps intermédiaires viennent représenter des intérêts. Ces corps intermédiaires viennent aussi tempérer le monarque. Montesquieu n'est donc absolument pas favorable à l'absolutisme. Montesquieu est un aristocrate, il appartient à la noblesse de robe, il ne faut pas l'oublier, et il considère que l'évolution de la monarchie française, telle qu'elle s'est produite notamment au XVIIe siècle, est profondément néfaste. La noblesse a été totalement écartée du pouvoir. Louis XIV, qui a été traumatisé par la Fronde dans sa jeunesse, a mis en avant des roturiers, des gens qui n'étaient pas issus de la noblesse, qui sont devenus ministres. C'est par exemple le cas de Colbert. Et donc, il fait partie d'une certaine noblesse nostalgique. Il considère, Montesquieu, en quelque sorte, que la noblesse est victime d'une injustice dans l'absolutisme français. Et c'est pour ça qu'il va regarder avec une grande bienveillance le système britannique. N'oubliez pas que dans le Parlement de Westminster, il y a deux chambres. Une chambre qui représente la bourgeoisie, les communes, justement, mais il y a aussi la chambre des lords. La chambre qui représente la noblesse. Donc, dans le système anglais, la noblesse conserve des prérogatives très importantes. Alors que Montesquieu a le sentiment, généralement partagé, d'un déclassement de la noblesse française au XVIIIe siècle. Et il se fait l'écho de ce déclassement. Et puis, il y a une autre catégorie de régimes, une troisième, ce sont les despotismes. Les despotismes sont, d'après Montesquieu, des régimes où un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout
par sa volonté et ses caprices. Les despotismes sont des régimes où un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Le principe des despotismes, c'est la crainte. Les despotismes sont fondés sur la crainte qui doit, je cite Montesquieu, abattre tous les courages et éteindre jusqu'au moindre sentiment d'ambition. Il faut faire peur, il faut terroriser. Les despotismes, à en croire Montesquieu, sont des gouvernements monstrueux dans lesquels le despote doit constamment menacer son peuple. Il doit terroriser son peuple. Alors nous sommes au XVIIIe siècle, Montesquieu n'a pas voyagé en Asie, mais il va classer parmi les despotismes ce qu'on appelle à l'époque les régimes orientaux, et donc il considère par exemple que l'Empire ottoman, la Perse, la Chine, le Japon, dont il parle dans l'Esprit des lois, peuvent être classés dans les despotismes. Petite précision sémantique ici. Vous voyez, ce qu'on appelle au XVIIIe siècle despotisme, c'est en fait extrêmement proche de ce que nous appelons aujourd'hui dictature. Or, ce mot dictature, au XVIIIe siècle, il n'est pas du tout utilisé dans ce sens-là. La dictature, c'est un concept de droit romain. La République romaine pouvait donner les pleins pouvoirs à un individu pendant 6 mois, qui était un dictateur, et donc ce dictateur était le sauveur de la République. Donc c'était pas du tout un mot péjoratif. Le mot vraiment péjoratif à l'époque, c'est le despote. Après avoir renouvelé cette théorie des régimes politiques, qui va avoir beaucoup d'importance dans la Révolution américaine et dans la Révolution française, Montesquieu, dans l'Esprit des lois, va développer sa réflexion sur la répartition des fonctions de l'État entre différentes composantes, ce qui va être appelé postérieurement le principe de séparation des pouvoirs. Mais je le précise d'emblée, on ne trouve pas séparation des pouvoirs dans l'Esprit des lois. C'est une interprétation un peu simplificatrice et a posteriori de Montesquieu. En revanche, Montesquieu distingue en effet 3 pouvoirs qui correspondent respectivement à ce que l'on appelle aujourd'hui le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Là où John Locke parlait du pouvoir fédératif, Montesquieu parle du pouvoir judiciaire. Et si on veut même revenir au texte de Montesquieu, il parle moins de pouvoir que de puissance. Il dit la puissance législative, la puissance judiciaire, la puissance exécutrice. La question qui préoccupe Montesquieu est comment garantir la liberté. Montesquieu développe une pensée qui est à la fois aristocratique, mais également libérale. Montesquieu considère que la liberté humaine est une valeur cardinale. Et Montesquieu nourrit une grande méfiance à l'égard du pouvoir. Grande méfiance qui sera une constante de la pensée libérale. Le libéralisme se caractérise toujours par une méfiance vis-à-vis du pouvoir. On se méfie de l'État, on se méfie du gouvernement, on se méfie de cette volonté d'empiéter en quelque sorte sur nos vies, sur nos libertés. Alors, comment protéger cette liberté? En limitant le pouvoir. Montesquieu considère en quelque sorte que l'absolutisme est la pente naturelle du pouvoir. Tout pouvoir tend en quelque sorte à vouloir être de plus en plus puissant. Il a cette phrase restée extrêmement célèbre: « Tout homme qui détient le pouvoir est porté à en abuser. » Tout homme qui détient le pouvoir est porté à en abuser. Donc la tendance lourde du pouvoir, c'est d'en vouloir toujours plus. Le pouvoir, en quelque sorte, souhaite en permanence s'étendre. Alors si tout homme qui détient le pouvoir est porté à en abuser, comment faire? Montesquieu a une seconde phrase particulièrement marquante. Il écrit « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
la meilleure façon de protéger les libertés, c'est de faire en sorte que les pouvoirs se limitent les uns les autres. Il faut donc envisager des contrepoids. Une des parties les plus intéressantes de l'Esprit des lois de Montesquieu, c'est le chapitre qu'il consacre à l'Angleterre. Et en fait, il décrit le régime britannique, le régime parlementaire, et c'est là qu'il met en avant l'importance d'avoir des contrepoids. Par exemple, que le pouvoir exécutif vienne limiter le législatif, et inversement, que le pouvoir législatif vienne limiter l'exécutif, et puis qu'il y ait la puissance judiciaire pour empêcher également le législatif et l'exécutif, finalement, de dépasser leurs fonctions, d'abuser de leur pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la pensée politique moderne, contemporaine, et qui va alimenter le constitutionnalisme de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours. Le principe de la séparation des pouvoirs est un principe essentiel encore aujourd'hui pour comprendre nos constitutions en Occident, mais aussi partout à travers le monde. De même, quand Montesquieu vantait l'intérêt des corps intermédiaires, c'est justement pour que les corps intermédiaires fassent contrepoids. Vous voyez, c'est ainsi qu'il réfléchit. Il réfléchit en quelque sorte en pensant à une balance. Et cette balance, il ne faut pas qu'elle penche trop d'un côté. C'est un ancien parlementaire, c'est un ancien magistrat. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les pouvoirs. Et les pouvoirs vont s'équilibrer les uns les autres en penchant vers des orientations différentes. Donc Montesquieu tend à faire de l'Angleterre un modèle, il participe à ce qu'on appelle l'anglomanie des Lumières. Le siècle des Lumières est très anglophile, très intéressé par la Grande-Bretagne et en fait un véritable contre-modèle de la France absolutiste. Et puis la pensée de Montesquieu est également légicentriste. Montesquieu considère que la seule limite acceptable à la liberté, c'est la loi. Les lois et liberté sont intimement liées. Montesquieu écrit « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ». Ainsi, en fait, tout ce qui n'est pas interdit par les lois est autorisé. Le principe, c'est la liberté. La loi vient fixer l'exception. Et puis Montesquieu, qui a été magistrat, a une conception très spécifique de la justice. De la même manière que Montesquieu se méfie du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, il se méfie du pouvoir judiciaire, car c'est un pouvoir immense que celui de rendre la justice. C'est un pouvoir qui s'exerce directement sur les individus, sur les corps, qui peut briser une vie. Le juge peut condamner à mort. Et donc Montesquieu considère que les juges doivent rendre la justice en se fondant sur la loi. Et il a cette phrase extrêmement importante. Montesquieu écrit « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi. » Montesquieu écrit « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi. » Donc en fait, le juge, c'est une bouche. Il est là pour prononcer la loi. Montesquieu considère que le juge est là pour appliquer concrètement la loi à des faits d'espèce. Le rôle du juge n'est donc pas de créer du droit, d'inventer des règles nouvelles, et il est bien sûr très méfiant à l'égard de l'arbitraire des juges. Cette théorie que Montesquieu met en avant est celle qui va être reprise sous la Révolution française et qu'on peut résumer sous la théorie du juge automate. Le juge n'a pas à créer du droit, il n'a pas à trop interpréter la loi, il doit agir comme une sorte de robot qui plaque la règle posée par la loi à des faits. Mais il ne doit rien inventer, il ne doit presque rien interpréter. Donc extrême méfiance à l'égard du juge, et cette méfiance que Montesquieu développe à l'égard du juge, elle est très importante dans l'histoire de la pensée politique et juridique française. La France est un des pays qui a la plus grande méfiance à l'égard de ses juges jusqu'à notre époque. On ne retrouve pas du tout un phénomène similaire ailleurs, même en Occident. Donc c'est vraiment une manière d'envisager des pouvoirs très limités. De la même manière que Locke
Montesquieu va être un penseur très important, à la fois pour les révolutionnaires français qui ont en quelque sorte grandi avec Montesquieu, qui connaissent l'Esprit des lois. D'ailleurs, l'Esprit des lois va être un ouvrage extrêmement populaire. L'Esprit des lois est vraiment un succès d'édition qui est lu en France, mais bien au-delà de la France. Nous sommes au XVIIIe siècle, donc le français est la langue de toutes les élites éclairées d'Europe. Et donc Montesquieu et l'Esprit des lois deviennent en quelque sorte une référence intellectuelle. Montesquieu est par exemple lu par l'impératrice de Russie, Catherine II, qui considère que l'Esprit des lois est son bréviaire. C'est son livre de chevet, l'Esprit des lois. Elle souhaite réformer toute la Russie à travers l'Esprit des lois. Et donc elle est très soucieuse de ce que Montesquieu peut dire sur la Russie. Et elle va essayer après de corriger l'image justement que les Occidentaux ont en quelque sorte de la Russie. Donc on est face à un ouvrage qui va avoir une importance capitale à la fois en Europe, mais aussi outre-Atlantique. Puisque Montesquieu est aussi une référence pour les révolutionnaires américains lorsqu'ils vont se demander qu'est-ce qu'on doit faire comme régime, quelle constitution on doit adopter. Donc Locke et Montesquieu sont vraiment des auteurs fondamentaux pour comprendre les révolutions atlantiques du XVIIIe siècle.